Bonjour à tous et à toutes. Quelle actualité a pu bien retenir votre attention cette semaine? Nous sommes ravis, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Débat au cœur de l'actualité béninoise, des questions cruciales qui engagent notre avenir collectif pour éclairer ces enjeux majeurs. Nous avons l'honneur d'accueillir un acteur clé du milieu politique, honorable Prudent Victor Tokpanou, membre du groupe parlementaire UP Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Ensemble, nous allons passer au crible les points saillants de l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution parlementaire à Porto-Novo. C'était cette semaine. Quels sont les dossiers prioritaires qui façonneront les prochains mois? Nous nous pencherons ensuite sur la situation politique particulièrement, un peu agitée ces derniers jours à Bomé-Calavi suite à la sanction du maire de la commune contre le chef d'arrondissement de Glodjibé. Quels sont les tenants et aboutissants de cette affaire qui, selon nos informations, a donné lieu à quelques débats houleux au sein du conseil communal? La récente loi sur la chefferie traditionnelle a suscité de vives réactions. Une relecture est-elle envisageable pour apaiser les tensions et prendre en compte les diverses sensibilités? À l'approche de 2026, l'absence de débat public autour du choix des candidats interroge et comment interpréter le silence actuel et quelles sont les implications du code électoral dans ce contexte. Enfin, nous reviendrons sur l'affaire d'Anivo à travers le regard éclairé d'un ancien garde des Sceaux. Monsieur le député, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci. Nous sommes impatients d'entendre votre éclairage sur ces dossiers brûlants que j'ai évoqués ci-dessus. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement pour 60 bonnes minutes de discussion. Zone franche s'installe également dans vos maisons avec Éric Guédenon. Pour la toute première question, Éric, bonjour. Bonjour Franck Aounou, honorable Prudent Victor Tokpanou, bonjour. Bonjour. Merci de passer votre dimanche avec nous. C'est un plaisir partagé. On va commencer par l'Assemblée nationale, justement, Franck l'a évoqué, l'ouverture de la première session ordinaire. Que retenir des lois programmées à l'examen? Écoutez, que retenir? Il y a les préoccupations du gouvernement qui envoie le projet de loi, soit de nouveau, soit d'anciens, dont le gouvernement estime nécessaire de faire une relecture. C'est un droit constitutionnel accordé au gouvernement. Donc, il y a dans les dossiers à étudier, évidemment, un certain nombre de dossiers envoyés par le gouvernement. Et puis, à côté des projets de loi, vous savez qu'il y a également les propositions de loi, parce que et les députés et le gouvernement sont les deux sources d'initiatives de loi au regard des dispositions de notre Constitution. Et donc, en conséquence, il y a quelques propositions de loi aussi, notamment la révision du règlement intérieur. Nous avons l'un des sujets qui tient à cœur au président de l'Assemblée nationale, à savoir le code d'éthique des députés. Bon, voilà, donc il y a un certain nombre de sujets qui vont être débattus tout au long de cette session. Spécifiquement, cette loi que vous venez d'évoquer, comment vous l'appréhendez? Celle sur l'éthique. L'éthique des députés. Je pense que ça donnera sans doute lieu à des débats houleux, parce que c'est un vieux dossier, je vous le rappelle. Il avait déjà été connu sous la précédente législature, donc la 8e. La dernière fois, nous avons fait un atelier dans l'hémicycle pour en parler, et je sais déjà, pour avoir pris part à cet atelier, les différentes tendances qu'il y a dans l'hémicycle. J'avoue que... Les députés seraient allergiques au vote d'une telle loi. Pourquoi? Pas allergiques, j'estime. L'éthique, c'est pratiquement dans beaucoup de structures. Oui, bien sûr. Je pense que ça passera, mais avec quelques dispositions à moins. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que le président de l'Assemblée lui-même est ouvert à toutes les critiques à ce sujet. Et donc, je pense que tant qu'on est dans cet esprit d'ouverture qui caractérise le président de l'Assemblée nationale, je pense que tout se passera bien. N'est-ce pas en griffe les caprices que développent un peu les députés là-bas, que le président de l'Assemblée veut recadrer pour mettre un peu les députés au travail plutôt qu'à d'autres pratiques qui n'arrangent pas trop l'institution? Vous imaginez bien que je ne peux pas cautionner que vous parliez de caprices des députés. Bon, enfin, non, on n'est pas les tiraillements,
les petites pratiques qui n'arrangent pas forcément l'évolution des choses. C'est possible, mais en même temps, vous savez, il y a une ligne qui est constante dans les débats qui consiste à dire que nous ne sommes pas une corporation. Voilà. Et que parce qu'on n'est pas une corporation, on n'a pas besoin d'éthique. Nous sommes des représentants du peuple et donc, a priori, il y a toujours eu, dans l'esprit des gens et des tests d'ailleurs, une relative grande liberté pour le député. Donc, l'enfermer dans des considérations d'éthique, oui, pourquoi pas. Ils vous diront qu'ils n'ont pas besoin de code éthique pour eux-mêmes respecter. Mais lorsque vous votez des lois sensibles qui vont, disons, impacter la vie des populations sur des décennies, n'est-ce pas un lieu assez sensible pour mettre un minimum d'éthique et de déontologie? Après, ça dépend de ce que vous mettez dans l'éthique et la déontologie. Et je pense que c'est ça qui fait l'objet des discussions. Mais comme je vous dis, on ne va pas mener le débat sur un plateau. Il est évident que ce test va passer. Il va passer sur la base de compromis, comme on sait le faire à l'Assemblée nationale. Le président va rappeler les lignes rouges à ne pas dépasser. Les députés vont lui dire les négociations qu'il faut. Et puis, vous savez, des fois, on commence tardivement nos travaux parce qu'il y a des discussions de recherche de compromis entre les présidents de groupes parlementaires et le président. On est convoqué à 10h, on commence à 14h parce qu'ils n'ont pas fini. Donc, je crois que cet esprit de discussion qui a toujours caractérisé l'Assemblée ne va pas disparaître brutalement comme ça à la dernière session, à la première session de la dernière année de la législature. C'est cela. Et l'autre loi également qui sera en discussion, c'est bien la proposition de loi modificative portant code du numérique en République du Bénin. Qu'est-ce que vous en voulez encore à cette loi? Une loi qui a, ma foi, fait objet de beaucoup de discussions, de débats dans l'opinion. On sent que c'est une loi qui a restreint un peu, beaucoup, j'allais dire, selon ce que les gens disent, notre liberté d'aller sur la toile, de faire ce que nous voulons, d'exprimer nos opinions. Vous la ramenez pour la corser ou pour l'atténuer un peu? Je peux vous rassurer, ce n'est pas les députés qui les ramènent. Ce test en particulier, c'est une demande de relecture du gouvernement. Donc, si vous voulez une réponse à cette question... Vous êtes de la mouvance? Oui, mais pas porte-parole du gouvernement. Moi, je suis mouvancier parlementaire. Et à l'Assemblée, quand le président et le gouvernement envoient un test qui nous explique le bien fondé, nous sommes là pour le porter et le défendre. Nous le ferons. Pour l'instant, on n'est pas encore... Mais la plupart du temps, vous vous alignez. On n'a pas encore le test. Vous vous alignez, justement? Non, pas que vous vous alliez, mais c'est même logique. Vous imaginez bien que le gouvernement ait une majorité qui ne s'aligne pas. Ce n'est plus une majorité. Une démocratie, c'est d'abord ça. C'est une majorité et une opposition. L'opposition est là pour contester, la mouvance est là pour accompagner, pour soutenir. C'est un b.a.-ba démocratique et je ne connais pas un seul pays dans lequel, du jour au lendemain, l'exécutif n'est pas une majorité à l'Assemblée et que ça se passe bien. Donc, si cette loi, et là nous sommes dans une hypothèse, voilà. Si cette loi, par exemple, que vous voulez à nouveau examiner dans la logique de corser, de renforcer les choses, je ne vois pas ce que la majorité peut faire au profit des citoyens. Si, quand même. Si, quand même. Il y a beaucoup de choses qu'on sait faire. Ne vous inquiétez pas, on ne sait pas encore dans quelle direction. Peut-être que le gouvernement lui-même demande d'alléger le test. Une fois qu'on l'aura, on l'a pas. Moi, je ne l'ai pas encore dans mon mail. Souvent, tous les documents nous sont envoyés quelques jours avant son étude. Et je pense qu'il y a d'ailleurs des commissions qui travaillent là-dessus. Quand ils auront fini, les rapports nous seront envoyés dans nos boîtes. Nous allons les étudier avant même que le président ne convoque la prochaine plénière. Parce que là, les travaux ont été suspendus en attendant ça. Alors, la loi qui a été votée, mise en application jusque-là, vous, votre propre avis, est-ce que cela nous a permis véritablement d'évoluer? L'esprit dans lequel elle avait été votée, cet esprit, est-ce que ça a apporté un plus véritablement à notre vivre ensemble? Ah oui, si c'est pour le vivre ensemble, oui. Je ne pense pas que ce test est fondamentalement déchirer le vivre ensemble, non. Qu'il y ait eu des gens qui ont été sanctionnés au regard de cette loi parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles et prévus par les tests, oui, c'est vrai, il y en a eu.
Est-ce qu'il faut le regretter? Je pense que l'esprit républicain... Parce que maintenant, la moindre catade, on vous sort une expression, harcèlement par voie électronique. Vous exagérez. C'est très en vogue maintenant. Tout le monde a peur maintenant. Harcèlement par voie électronique. Vous exagérez. On a arrêté combien de personnes dans ce pays? On est 12 millions. Pour le 13 à 14 millions. Et récemment, on est allé chercher un président d'une formation politique qui s'est retrouvé... Oui, il m'est revenu qu'il a fait du harcèlement. Mais s'il fait du harcèlement alors que c'est interdit par la loi, on va l'arrêter. Nul n'est au-dessus de la loi. En fait, c'est ça le problème. Nous avons été longtemps habitués à des privilèges, à des niches de privilèges. Et effectivement, toute évolution commande qu'on remette en cause quelques niches. Donc pour moi, c'est pas encore un problème. Si on prend une loi pendant qu'elle est due, comme on dit, la loi elle est dure, mais elle reste la loi. Il faut juste se conformer. Si on vous dit de ne pas harceler, ne harcelez pas. Si vous voulez harceler, battez-vous pour qu'on modifie la loi. Vous savez, s'il y a une campagne électorale que j'ai bien suivie, à laquelle j'ai participé, c'est bien la campagne de 2016. Et je sais que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à Patrice Talon dans la conquête du pouvoir. Il y avait beaucoup de dénonciations qui étaient faites, beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux jusqu'au dernier moment, jusqu'à la proclamation des résultats. Est-ce qu'à un moment donné, il a pris conscience de la force des réseaux sociaux et qu'il a trouvé la nécessité aujourd'hui de nous contenir dans un cercle où on n'aura plus la possibilité de faire comme nous l'avons fait en 2016? C'est peut-être pas en ces thèmes qu'il faut poser le débat. Il faut juste se demander si oui ou non il y a eu des excès. Est-ce que oui ou non, il y a eu des déviations? Si vous dites non, alors évidemment la réforme n'aura pas de sens. Mais si vous reconnaissez vous-même de façon totalement objective, dénuée de tout intérêt particulier, qu'effectivement l'utilisation qui était faite était extrêmement excessive, vous devez admettre qu'on ait procédé à la réforme. Parce que ce n'est pas toujours les autres qui sont victimes. Hein. Bon, moi, pour l'instant, Dieu merci, je touche du bois. J'en ai pas été victime. Mais vous-même, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour attaquer quelqu'un. Et puis le lendemain, sur les réseaux sociaux, vous voyez franchement des choses complètement mensongères, totalement inventées, juste pour vous nuire. Vous avez une famille, vous avez des amis, et puis brusquement, tout se retrouve sur les réseaux sociaux en train de... Bon, je pense que c'était beaucoup plus dans cet esprit. Il ne faut pas toujours chercher à voir dans ce que fait le gouvernement et notre majorité des choses pour nuire à la population, pour rompre le vivre ensemble, comme vous dites, et tout. Non, je pense qu'il y a derrière chaque acte qui est posé une justification. Après, on peut ne pas partager la justification. Et aussi, et surtout, c'est ça le débat démocratique, on peut ne pas partager la solution. Et c'est là où justement on attend le débat démocratique. Vous pouvez dire, par exemple, si on avait une opposition qui faisait bien son travail... Vous pensez que l'opposition ne fait pas bien son travail? C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que je vous pose. Non, moi je pense que vous êtes dans le sens général. Voilà, c'est une façon de parler. Je suis en train d'expliquer que dans un système démocratique, le gouvernement pose des actes, il revient à l'opposition de dire cette solution n'est pas la seule. Si nous on vient au pouvoir, voilà l'orientation nouvelle que nous donnerons à ce travail. Nous reconnaissons tous qu'il y a eu des excès, mais nous n'aurions pas sanctionné de cette manière. Nous aurions peut-être été beaucoup plus pédagogiques, nous aurions peut-être fait ci, etc., etc. C'est ça, en fait, le débat démocratique, et c'est de ça que notre société a besoin. Et vous ne les voyez pas dans cette démarche, notre opposition? Est-ce que vous avez eu des propositions alternatives à ce que nous, on a proposé et qu'on a adopté? Pour l'instant, non. Au dernier débat sur le budget national, je pense qu'il y a eu des recommandations, des amendements qui ont été faits, qui ont été pris en compte dans leur majeure partie. Vous savez, il y a un vote qui est quasiment sacré à l'Assemblée nationale. Le vote pour lequel on consacre une session pleine et entière, ce qu'on appelle la session budgétaire du mois d'octobre, et qui est plus ou moins réglementée rigoureusement par la Constitution. À ce vote-là,
personne ne perd de voix. Là, quand le gouvernement vient, c'est pour que le vote de ses partisans soit plein. C'est le vote le plus sacré sur lequel il n'y a pas de marchandage possible. Donc, en amont, il y a un travail qui se fait. Il y a des débats d'orientation budgétaire. C'est à cette occasion-là que les députés apportent leur contribution. On pose des questions, on fait des propositions. Le gouvernement se retire, va étudier, nous répond par écrit et nous dit telle proposition de tel député, nous la prenons en compte parce que nous trouvons qu'elle est constructive. Telle autre, nous ne pouvons pas parce qu'elle est un peu trop budgétivore, etc., etc. Mais le gouvernement s'explique. Et une fois qu'on a fait ce va-et-vient-là, quand on vient à l'Assemblée, c'est pas le gouvernement il ne manquera pas une seule voix au gouvernement. Et donc, effectivement, à cette occasion-là, la minorité pour pleurer. Mais c'est le jeu démocratique. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas dramatiser ça. Il faut rappeler à nos compatriotes que c'est le jeu. Et que si demain, il devenait majoritaire, il ferait la même chose. Et que de toute façon, le régime actuel est là pour quelque temps. Et puis donc voilà. Alors, honorable, les députés de la 9e législature égrènent petitement les derniers mois de leur mandat. Quel est le sentiment qui vous anime à ce sujet? Écoutez, moi, c'est une très belle expérience. C'est la première fois que je suis allé à l'Assemblée. Avant le législatif, j'ai fait une expérience de l'exécutif. J'étais secrétaire général du gouvernement, puis ensuite membre du gouvernement. L'expérience parlementaire est totalement différente. Je ne sais pas, sans doute moins palpitante que l'expérience gouvernementale. On vous a rarement vu dans des discussions, dans des débats, oui, comme on aurait aimé vous voir. En plénière. Oui, on me voit beaucoup plus en commission. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas été dans les précédentes législatures, mais dans l'actuelle législature, tout le travail est marché en commission. Et quand on arrive en plénière, en règle générale... il n'y a pas de débat. Enfin, il y a des débats, mais c'est des débats de finalisation. Voilà. Si j'ai des oppositions contre un projet, je m'empresse de surveiller, si ce n'est pas ma commission, je m'empresse de surveiller le jour où la commission qui va s'en occuper se réunit, et puis je me pointe. Et je fais passer mes observations. Alors bientôt c'est là le vrai travail. Bientôt la fin. Vous auriez souhaité faire l'expérience parlementaire avant les autres expériences ou vous vous sentez très bien dans le Après, je pense que personne ne programme sa vie de façon millimétrée. Je ne savais pas que j'allais devenir député en 2023. Je ne l'ai pas programmé en 2006 au moment où je rentrais au cabinet civil du président de la République, puis ensuite au secrétariat général et seulement après au gouvernement. J'étais loin de penser en 2010, quand je sortais du gouvernement, que 13 ans plus tard, en 2023, le président de la République, Patrice Talon, m'aurait coopté pour être tête de liste de l'UPR dans la 6e circonscription. Donc, ce n'est pas des choses que l'on planifie, c'est des expériences qui viennent avec le cours de la vie. Il faut savoir apprécier chaque instant de sa vie. Donc, il se pourrait qu'on vous retrouve dans la prochaine mandature aussi. Comme il se pourrait aussi qu'on ne me retrouve pas. Des deux cas, il y en a plus de chances de vous retrouver? Oh, c'est pas ma préoccupation. Vous avez l'impression d'avoir bien travaillé, resté en connexion avec vos bases pour qu'on puisse vous renouveler, pour qu'elle puisse vous renouveler sa confiance? Je pense que oui. Je ne vais pas me faire de l'autosatisfaction, mais bon, je veux dire, c'est toujours mieux que ce soit les autres qui vous apprécient. Absolument. Moi, je suis enseignant de carrière. Et donc, moi, j'ai passé toute ma vie, et je continue, puisque je ne suis pas encore retraité de l'enseignement supérieur, à évaluer les autres, les enfants, et parfois les collègues. Y a-t-il à cette étape de cette expérience parlementaire de petits regrets que vous avez ou... Ah non, aucun regret, mais plutôt des enrichissements. Oui, des enrichissements, parce que je crois que ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait de confronter la pratique à la théorie. Voilà. Il y a beaucoup de points sur lesquels mes opinions ont changé.
Mais ça, c'est de la théorie. Voilà. Législateur, nous allons rester à l'Assemblée nationale avec cette loi que vous avez votée récemment, la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Un nombre de vos collègues, en l'occurrence de la mouvance, aime à dire que le vote de cette loi sur la chefferie traditionnelle est un acte historique que vous avez posé. Vous êtes du même avis? Oui, parce que c'est la première fois qu'on légifère dans ce domaine dans notre pays. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître toutes les fois que vous faites quelque chose pour la première fois, que vous constituez des pionniers. Et donc il faut... Mais en même temps, comme c'est l'expérience humaine, hein, quand on est pionnier, on est forcément plus ouvert à la critique, parce que quand on a fait, il n'y avait pas de précédent. Et donc, on peut le critiquer à volonté, c'est-à-dire l'améliorer également à volonté. Donc oui, je pense que nous avons fait œuvre utile en légiférant dans ce domaine. Mais en même temps, nous ne sommes pas coupés du peuple. Nous avons bien noté qu'il y avait beaucoup de contestations. Je pense que durant les travaux, le président de la commission des lois a rappelé qu'il a reçu plus d'une quarantaine, je ne sais plus si c'est 43 ou 47, mais en tout cas, plus d'une quarantaine de lettres de protestation de gens qui voudraient être reconnus, tel royaume, telle chefferie traditionnelle, voilà. Donc forcément, il y a des mécontents et moi je pense qu'il était important de poser le premier acte. Pourquoi pas demain, au besoin, améliorer, reconnaître ce qu'on n'a pas pu reconnaître aujourd'hui. Voilà. C'est un débat qui est ouvert, mais il fallait le faire. Et comme je dis, s'il y a eu 43 demandes, c'est que certainement il y avait une attente de ce côté-là. En tout cas, vous l'avez relevé, il y a eu des réactions justement qu'on a enregistrées qui pour dénoncer leur exclusion, qui pour fustiger le travail. Vous êtes universitaire, vous maîtrisez les pratiques scientifiques. Pensez-vous que la commission a vraiment fait un travail scientifique? Permettez-moi de ne pas répondre à cette question parce que moi-même, je pense effectivement qu'il y a à quelques égards, quelques reproches et quelques critiques. Sur quel aspect, par exemple? Je vais vous dire, par exemple, la version qu'ils ont donnée de l'histoire de Calavi. Venons-en. Oui. Oui, dites-nous. Non, je pense qu'ils ont... Ils sont passés à côté de quoi? De quelle réalité? Non, je pense qu'ils ont limité, ils ont remonté l'histoire de Calavi à Agadia, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et donc, je pense que le débat va se poursuivre. La commission s'est pourtant défendue d'avoir été à la rencontre de tous les acteurs. Ils ont fait le tour du territoire national. Ils ont échangé avec les têtes couronnées, avec les historiens pour prendre toutes ces informations. Comment la commission a pu peut-être, manquer ce que vous relevez au niveau d'Abomey Calavi? Ben, je ne sais pas vous dire avec exactitude, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas qu'à Abomey Calavi. J'ai commencé par Abomey Calavi. C'est le cas qui vous intéresse. Non, pas le seul. C'est pour ça que nous parlons de ça. Selon vous, Abomey Calavi avait toutes les chances d'être un royaume, c'est ça? Je pense au moins qu'à défaut, il devrait y avoir un chef traditionnel ou comme on veut, mais bon. Je pense. Vous le dites à cause de votre proximité politique avec Abomey Calavi ou vous le dites vraiment parce que c'est fondé? Je crois que c'est fondé. Je n'ai pas l'habitude d'aller à la télé raconter du n'importe quoi. Mais en plus, si vous voulez, je crois que même les députés de Parakou se sont plaints. En tout cas, il y a eu plusieurs délégations. Oui, on en a entendu. Donc, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il faut considérer cette loi comme un premier jalon qui a été posé, qui méritait d'être posé. Parce que ça fait partie des chantiers les plus difficiles que par le passé, personne n'avait voulu régler et que le président de la République... Qu'est-ce qui était si difficile? Parce que c'est notre histoire. Ce qui est difficile. On va pas quand même... se compliquer la vie pour ce qui est de notre histoire. Normalement. Mais les historiens, par exemple, dans ce dossier, ont pris comme référence les écrits à partir de l'arrivée du colonisateur. C'est peut-être s'il existait comme document. Et aller plus loin, il n'aurait pas trouvé de traces de documents. Vous aussi, vous dites ça. Bon, je pose la question. Je dis ça peut-être. Bon, peut-être.
Mais bon, je veux juste dire que beaucoup de collègues ont trouvé que dans leur circonscription, le test ne restituait pas totalement les réalités historiques. Après, vous savez, je me souviens que dans les débats, il y a même le président de la commission des lois qui disait que le fait de prendre la référence du colonisateur n'était pas forcément la bonne solution, parce que ce serait comme si nous perpétuions les écrits du colonisateur sur notre propre histoire. Et donc, oui, je pense qu'il y a... Je pense que dans ce type d'exercice, il faut davantage mettre l'accent sur le fait qu'il était important de commencer. Et en cela, je pense que vous ne verrez aucun député qui soit contre. Aucun. Personne. On a tous applaudi. Je pense même que ça avait été adopté à l'unanimité. Non, à moins que les démocrates n'aient pas voté pour, je ne me souviens plus. Mais toujours est-il qu'il y avait, malgré les réserves portées, y compris par des députés de la majorité, tout le monde a voté pour. Alors, si on prend chaque député individuellement, il vous dira peut-être ses insatisfactions et tout. Vous pensez que ça constitue un problème politique pour vous, à la base, dans vos circonscriptions électorales? Non, nous avons des bases qui se comprennent très bien quand on leur explique. Sérieusement? Oui, je pense. Vous êtes sincère? Oui. C'est pas le sentiment qu'on a eu à la lumière des Est-ce que vous avez vu des manifestations populaires? De reportages? Bon, on sait que pour les manifestations populaires, on a commencé par un peu perdre les habitudes sous Patrice Talon. On en a eu très peu. Ils se sont contentés de quelques déclarations dans les hameaux, et ainsi de suite, et c'est tout. Ils ont fait des démarches à l'endroit du président de l'Assemblée nationale qui a eu pas mal d'audiences avec des têtes couronnées, mécontents. Oui, mais à l'arrivée, c'est ce que je vous dis. Vous allez dire à un ancien chef traditionnel, aujourd'hui, vous ne portez plus tous les attributs comme vous, votre couronne et tout. Voilà, vous posez un problème. La loi n'a jamais interdit à ceux qui les portent de continuer de les porter. Donc vous n'avez pas compris l'esprit de la loi. Quand vous dites ça, oui. Quelqu'un qui était, on l'appelait roi. Aujourd'hui, on l'appelle peut-être chef, je ne sais pas trop, chef traditionnel. Il change de statut quand même. C'est pas rien. Oui, je suis d'accord, mais ça c'est au regard de qui? Et au regard de quoi? De la loi. Vous croyez? Voilà, au regard de la loi. Les populations, à la base, vont continuer de l'appeler chef. Ces populations, ces sujets vont continuer de l'appeler roi. La loi n'a pas dit que dès demain, telle population ne doit pas continuer d'appeler tel roi. Non, la loi n'a jamais dit ça. Par contre, dans ses relations avec l'État, voilà. C'est ça qui est important. La loi organise davantage les relations entre l'État et ses chefferies traditionnelles. Et donc, évidemment, l'État, à mon sens, par définition, est libre de fixer les critères des... Mais là, il y a un problème. C'est une loi qui a été votée. Je donne un exemple. Si l'État a une subvention à l'endroit des rois et qu'on tient compte des rois que la loi reconnaît en tant que roi et qui reçoivent cette subvention, et qu'au sein des communautés, nous avons des entités que les citoyens continuent toujours pas observer en tant que roi, en tant que chef, et qui ne bénéficient pas de cette subvention, nous avons voté une loi qui crée des tensions sociales. Soit on l'interdit, soit on l'accepte. Non, je pense que ce que vous sous-estimez, c'est le devoir d'explication des lois. Le devoir d'explication. Parce que ce n'est pas toutes les lois qu'on vote à l'Assemblée qui sont d'accès facile à tout le monde. Et donc, nous avons l'obligation de leur expliquer. Effectivement, si le cas que vous prenez, que, par exemple, n'ayant pas été reconnu, donc le roi de Calavi, je prends l'exemple, absolument. Le roi de Calavi va se mettre en colère parce que le roi d'Alada aura bénéficié de subventions. C'est pas vrai. Mais pourtant, il continue à jouer un rôle dans sa communauté parce qu'il a le soutien de ses fidèles. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer qu'il va se dire que de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, il avait travaillé sans le soutien de l'État. Et maintenant, s'il veut se projeter dans l'avenir, il va falloir qu'il fasse valoir
des arguments auprès des autorités, donc de qui de droit, pour que probablement à la prochaine révision de la loi, on puisse tenir compte de ça. Je pense que l'intérêt de la loi, c'était d'abord ça, de contribuer d'une manière ou d'une autre, non seulement à mettre de l'ordre dans ce milieu où, je pense, tous les acteurs avaient fini par reconnaître qu'ils avaient besoin qu'on mette un peu d'ordre. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de chefferies qui ont été créées de toutes pièces pour des raisons politiciennes, dans des endroits où il n'y en avait pas, etc. Donc, effectivement, il y avait besoin de cela. Mais après, c'est vrai que quand on met le doigt dedans, il y a tellement d'implications que je suis désolé, mais si vous n'avez pas de pédagogie, vous n'allez pas convaincre les gens que vous ne pouvez pas être parfait dès le premier jet. Alors, il faut continuer d'expliquer. Avec quelle pédagogie, ce sont ces occasions-là. Justement. Et avec quelle pédagogie il faut expliquer à nos concitoyens cette loi? Eh bien, écoutez, une loi a été votée, tel roi n'est pas reconnu par la loi, mais vous pouvez continuer par lui faire allégeance. C'est ça l'explication? Non, sur ce plan, il n'y aura même pas besoin d'explication, parce qu'avec ou sans la loi, les gens vont continuer de faire allégeance à leur roi. Avec ou sans. C'est pas parce que cette loi n'a pas reconnu le roi d'Abomey qu'aujourd'hui on aurait fermé le palais. Non, le palais n'est pas fermé. Vous comprenez? Donc l'impact pratique immédiat n'est pas celui que vous pensez. Vous projetez sur ce qui pourrait être. Ça, ce n'est pas le cas. Le palais de Calavi est toujours ouvert. Le gouvernement n'a jamais envoyé la police pour dire, dès l'instant où je ne les reconnais pas, il faut les fermer. Le gouvernement n'a jamais dit ça et la loi ne l'a jamais dit. Mais dans aucune des dispositions finales, on a dit ça. Si on n'observe pas ce changement sur le terrain, la loi aurait été votée pourquoi? Mais pour précisément organiser les relations entre le gouvernement et certaines d'entre eux. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement a un support légal pour fonder ses relations avec les chefferies traditionnelles. Et que dites-vous de la cohabitation entre les rois? Un roi qui est reconnu par la loi et un autre roi qui n'est pas reconnu par la loi, mais dont le palais continue pas à être visité, il va se dire quelque chose, ne va pas? Non, il va se battre pour que, à la prochaine révision de la loi, on reconnaisse qu'on lui donne des indemnités. C'est juste de ça qu'il s'agit. Parlant de cette relation... C'est comme ça que j'aimerais que vous perceviez la chose. Il ne faut pas qu'il s'offusque. C'est comme si on vous dit que pour bénéficier d'une bourse, il faut avoir 12 de moyenne. Et tous vos amis autour de vous ont eu 15 de moyenne. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites à la prochaine fois, il faut que j'ai aussi les 12 de moyenne. La Donc loi il y a un esprit La loi a fait une ouverture dans ce sens, une sorte d'émulation, de compétition pour gravir les échelons, c'est ça? Non, mais comme je dis, toute loi est révisable. Effectivement. Oui, nous sommes d'accord. Ici, nous parlons d'une matière qui touche l'histoire. Si la loi retient aujourd'hui qu'à Abomey-Calavi, il n'y a pas de royaume, comment dans 10 ans on peut constater que malgré l'évolution de la loi, qu'à Abomey-Calavi a un royaume? On va acter que le travail... Comment ça va? C'est ce que je vous explique. On va acter que le travail Même a si été le roi contestable. travaille aujourd'hui, comme l'exemple que vous donnez, il travaille pour être le meilleur des rois, on ne va pas inventer un royaume non plus. Non, mais c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, le travail est contesté. Mais nous avons, de façon pédagogique, accepté de la voter. En se disant, il est fort possible que la commission technique puisse continuer ses travaux et nous dire que sur tel ou tel autre point, il s'était trompé et que peut-être il n'avait pas eu tous les documents. Donc il faut que toutes les royautés qui se sentent aujourd'hui lésées et qui ont les preuves incontestables que peut-être les techniciens, la commission technique n'avait pas eu, qu'ils puissent y accéder pour essayer de modifier le test. Alors, jusqu'à quel degré attend-on d'enregistrer, disons, les réactions des populations, les réactions des personnes qui sont concernées pour envisager une relecture de cette loi-là? On attend quoi? Quel est le baromètre pour engager d'autres discussions sur cette loi? Je pense que ça, il faut d'abord s'adresser au gouvernement qui était l'auteur de ce projet de loi. Mais bien évidemment, les députés aussi peuvent faire une proposition.
Et donc, peut-être que quand il y aura une majorité à l'Assemblée pour demander ça, ça se fera. Le baromètre, c'est toujours la majorité à l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une majorité de députés qui demandent la réélecture? Si c'est non, même si vous introduisez, ça ne va pas passer. Voilà. Prudent Victor Tokpano, député à l'Assemblée nationale. Nous allons évoluer dans nos discussions et cette fois-ci, nous allons parler politique. La situation présentement dans la 6e circonscription électorale, votre circonscription, de quoi s'occupent les leaders de la mouvance, notamment ceux de la commune d'Abomey-Calavi? D'où vous nous venez? Écoutez, ce dont s'occupe un homme politique, c'est de tenir le terrain, comme on dit, c'est le jargon. Ce qu'on vous voit rarement faire. Ça dépend. Peut-être que je suis moins sur les réseaux sociaux que d'autres. Tenir le terrain, ça existe toujours? Oui, aller vers les gens, parler avec eux, leur expliquer, par exemple, l'exercice que nous faisons. On le fait au quotidien. On n'attend pas une émission sur Canal 3 qui n'arrive peut-être qu'une fois tous les ans. Ça défile à votre domicile comme par le passé? Non, on va vers eux. Nous-mêmes, enfin, le député ne reste pas qu'à la maison. Quand vous allez, vous leur dites quoi? On répond à leurs préoccupations. Et donc, vous allez dans certaines sorties, ça ne fait pas partie des préoccupations. Ce qui les préoccupe, c'est l'eau. Ce qui les préoccupe, c'est l'électricité. Ce qui les préoccupe, c'est le recasement. Ce qui les préoccupe, chacun dit sa préoccupation. Des produits. Oui, voilà, tout simplement. Donc, il faut aller vers eux pour l'entendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle tenir le terrain. Vos amis de l'opposition qui s'offusquent de ce qu'on ne leur accorde pas la possibilité d'aller à la rencontre de leurs citoyens ou de leurs militants, au moins vous avez cette chance d'aller à la rencontre de vos militants. Non, je ne suis pas sûr qu'on ait interdit. Oui, nous avons vu un communiqué du Parti Les Démocrates à travers une conférence de presse où ils dénonçaient le fait qu'on les empêche de tenir des réunions, on les empêche de tenir des activités dans des circonscriptions. C'est pas politique, c'est pas un communiqué politique. À vous de me le dire. Moi, je ne sais pas, puisque c'est vous qui faites. Vous les côtoyez à l'Assemblée nationale. Oui, mais bon. Vous discutez souvent de ça, peut-être. On ne dit pas les mêmes choses que ce qu'ils disent dans les communiqués. Vous savez, vous imaginez bien. On ne discute pas de leur communiqué. C'est une invention. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit. Ce qu'ils dénoncent, ça ne tient pas la route à votre avis? Non, parce que je sais que conformément à la loi, il est interdit, par exemple, de faire des manifestations dans des espaces ouverts. Et donc, y compris les députés de la mouvance. Moi, je suis de l'UP Le Renouveau. Il y a une note de la direction qui est claire là-dessus. Organiser autant que faire se peut vos rencontres dans des endroits clos. Donc, vous le faites dans les maisons. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas dans les espaces publics. Si vous y allez, vous violez la loi. Et donc, le maire serait en droit de refuser. Que vise cette restriction? On a toujours fait des manifestations dans des espaces ouverts. Ça n'a tué personne. Non, pas forcément que cela n'ait tué personne. Avant d'être député, vous avez certainement battu campagne dans des espaces ouverts. Vous avez rencontré les populations sur des terrains de sport. Les jeunes, vous les avez rencontrés où vous voulez. Pourquoi maintenant on trouve tout subitement qu'il faut s'enfermer dans des enclos pour échanger avec les militants? La question, elle est toujours dans les excès que l'on a observés dans l'ancienne pratique. Vous savez, les idées de réforme ne peuvent être jamais comprises si on ne les lie pas au constat qui est fait. Je vous le dirai toujours de façon pédagogique. Je suis enseignant, je suis capable de me répéter autant de fois parce qu'on dit c'est la répétition qui est vertueuse. Vous savez, pour faire une réforme, il faut un diagnostic. Et après, la réforme comporte des solutions qui peuvent être contestées et contestables. Mais c'est l'option politique que le gouvernement ou celui qui est en situation de faire les réformes fait. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire des options. Ce qui vous revient, c'est de relever les insuffisances de son option et de faire des propositions alternatives. Et donc, effectivement, imaginez, comme ce fut le cas, que, par exemple, tous les week-ends, on décide de louer un établissement public, une école,
soit pour faire un meeting politique, alors que on est à la veille des examens et que certaines salles de classe continuent de faire des TD. Ça devient nuisible. Ça, c'est un exemple. Et on peut les énoncer à satiété. Un dimanche, on ne voit personne dans les salles de classe politique ou l'association. Non, l'activité politique n'était pas exclusive pour les dimanches, cher ami. Non, on n'avait jamais dit que pour faire la politique, il fallait attendre dimanche. C'est vrai qu'il y avait il y a beaucoup de fois. On fait d'ailleurs, je dirais, à peine 25% les dimanches, sinon c'est les samedis. Or, les TD, dans la plupart des établissements, continuent jusqu'au samedi. Bon. Mais je ne dis pas que ce n'est que ça. Hein. Après, moi, je suis ouvert à toute discussion démocratique. C'est l'option que nous avions faite de créer pendant un certain temps un calme relatif dans les espaces publics pour la prospérité. Vous avez au niveau de la mouvance peut-être un peu peur que ces opposants-là aillent sur le terrain pour passer des messages qui ne vous arrangent pas forcément. Non, que ce soit sur le terrain ou que ce soit sur les réseaux sociaux, ils passent leurs messages. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'opposition. Aucune dans une démocratie. Si on n'est plus en démocratie, on le ferait savoir et puis il n'y aurait plus d'opposants. Or, ce n'est pas le cas. Et tout le monde a conscience que dans une démocratie, la majorité d'aujourd'hui peut devenir opposition demain et vice-versa. Et nous connaissons ça chez nous depuis 30 ans, au minimum. Donc, en fait, il n'y a pas de raison de penser qu'on a peur. Il y a eu effectivement des options politiques qui ont été faites, qui peuvent être contestées et contestables, mais on les assume et puis surtout on explique. Moi, c'est peut-être ce qui me caractérise le mieux parce que défaut professionnel oblige. Je sais qu'il n'y a que l'explication, la pédagogie qui permet aux gens de comprendre même les réformes les plus difficiles que vous faites. Et on vous aura compris. Nous restons dans la 6e circonscription électorale. Dites-nous ce que vous savez de la suspension du chef d'arrondissement de Glodibé. Qui est de votre formation politique. Oui, en plus. Non, je pense que c'est probablement, pour moi, le plus gros choc que j'ai pu connaître depuis que je suis député. Parce que cette sanction, à mes yeux, est profondément injuste. Elle est injuste d'abord parce que ce qui est reproché à ce chef d'arrondissement, en tout cas au regard de la demande d'explication qui lui a été adressée par le maire et auquel j'ai eu accès, relevait d'un délit d'opinion. Il n'avait, à mes yeux, commis aucune faute administrative. Il aurait tenu des propos que le maire a considérés comme étant outrageants au régime. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que dès que j'ai été informé, je me suis considéré comme je le suis, c'est-à-dire député, membre de la direction exécutive nationale du parti, membre de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. J'ai pris sur moi de contacter tous ceux qui interviennent sur la chaîne décisionnelle, c'est-à-dire le maire, enfin pas le maire, le préfet. Et comme j'avais vu dans la demande d'explication qu'une ampliation... Qui est aussi de votre formation politique. Oui, qu'une ampliation avait été faite au président du parti. J'ai rencontré le président du parti. Et dans la foulée, comme il m'a été dit que l'affaire est au niveau de la hiérarchie, j'ai appelé le ministre de la décentralisation. Donc j'estime avoir fait le tour en expliquant que c'était probablement pas la meilleure façon de régler ce problème, qu'il y avait une autre façon de la régler, que j'ai proposé, mais je n'ai pas été écouté. Vous avez proposé quoi, vous? Par exemple, que cette affaire ne soit pas ébruitée parce que justement, ça donne un sentiment de division interne à quelques mois d'une élection majeure, qu'on avait besoin plutôt d'être rassemblés parce que je sais, pour avoir côtoyé le président de la République, que son leitmotiv, c'est le rassemblement. Et dans des dossiers beaucoup plus délicats, j'ai vu le président, comment il s'est comporté. Il s'est comporté en tant que responsable rassembleur. Alors, est-ce que c'est un règlement de compte politique?
je ne serais pas loin de le penser. Simplement. Si oui ou c'est non. Je ne suis pas loin de le penser parce que je vais vous dire. Non seulement ce garçon a été sanctionné au niveau de l'arrondissement, mais en plus, alors qu'il était en congé professionnel, on l'a relevé de ses fonctions au travail. Comment voulez-vous qu'il le prenne? Comment voulez-vous que sa famille le prenne? Comment voulez-vous que ses amis le prennent? Et ne serait-ce que le Béninois ordinaire le prenne comment? Si après avoir été sanctionné politiquement, en l'enlevant de ses fonctions politiques, on va jusqu'au travail alors qu'il était en congé, lui demander de venir passer service alors qu'il était en congé. Alors, ça, comment tout ce monde-là l'a déjà pris? Vous êtes à Bomé-Calavi, vous avez... Non, mais évidemment, tout le monde le prend mal. Ah oui? Il y a évidemment ceux à qui ça profite qui applaudissent. C'est toujours comme ça, la vie. Donc, je considère personnellement que mes interventions y ont été infructueuses. Je les regrette. Je regrette que je puisse intervenir dans une affaire pareille sans être écouté. Et que, comme une machine infernale, dérouler son schéma. On a l'impression que c'est un de vos proches, c'est ça? Il était très proche de vous? Pas plus que d'autres. Ouais. Il était proche de moi. C'est un frère, c'est un... Oui, on est tous éclairés. Alors, ce qui est distillé dans l'opinion, on dit qu'il a critiqué vertement les actions du gouvernement en tant que membre de la majorité, membre de la mouvance, qu'il ne devait pas le dire en ces termes. Il a eu en quelque sorte la langue trop pendue et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Moi, je veux bien. Mais quand je vous invite à prendre la demande d'explication et vous regardez ce qu'il lui a reproché. Évidemment, après, j'ai lu qu'il n'a pas dit que ça, il aurait dit autre chose, mais ça, personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est ce qui a été consigné dans la demande d'explication. Moi, je m'en tiens rigoureusement à cela. S'il a dit des choses beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus graves, qu'on le notifie et qu'on lui demande des explications là-dessus. Quand, par exemple, vous lui demandez, il fait un commentaire sur un post et on trouve que le commentaire, même sans évoquer, oui, sur un réseau, en plus un réseau dans lequel il n'y a que les conseillers du parti. Hein, d'accord? Donc, ce n'est pas un réseau aussi ouvert que ça. Donc, c'est entre eux. Bon, il a pensé à tort qu'il pouvait dire certaines choses entre eux. À tort. Moi aussi, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas dit. Il est clair et c'est net. Mais tout le monde n'est pas Topanou. Tout le monde n'est pas Aounou. On est d'accord. Donc après, c'est la gestion qu'on fait de ça qui est en cause. Alors, comment se fait-il que les personnes que vous avez rencontrées n'aient pas été favorables à votre proposition, qui sont quand même de la même formation politique que vous? Je commence d'abord par le président du parti de l'Union progressiste Le Renouveau. Je ne sais pas, il m'a dit, lui, qu'il ne voulait pas interférer dans une procédure administrative. Et je lui ai dit, malheureusement, le maire vous a compromis parce qu'il vous a fait ampliation à la Donc, quelque part, il a validé qu'un militant de sa formation politique soit sanctionné à quelques mois des élections. Et le préfet aussi, son cas. J'ai appelé le préfet, il m'a dit qu'il avait déjà rendu compte à sa hiérarchie, donc j'ai considéré que c'était le ministre, j'ai appelé le ministre, bon, après le ministre aussi ne m'a plus fait de retour. Donc je me suis dit probablement quelque part la chose avait été bien groupillée et que mon statut ne me permet pas de dégroupiller. Alors vous avez insisté plusieurs fois. Je regrette. Vous avez insisté plusieurs fois sur à quelques mois des élections. À votre avis, qu'est-ce que cela peut avoir comme implication, comme désavantage à votre parti dans cette circonscription? Je ne sais pas, il faut déjà savoir ce que le principal acteur lui-même fera. Je veux dire, quand on l'aura sanctionné, on ne lui dit pas reste à la maison, les bras croisés, jusqu'à ce que je revienne te voir. Bon, voilà, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Mais je pense juste pour être en droit de relayer l'attitude du président de la République, je pense que c'est le rassemblement qui est le maître mot, qui aurait dû et qui devrait être. Et il y a d'autres types de sanctions qu'on peut prendre. Voilà. Mais juridiquement, c'est pas non plus fondé. Mais je sais pas. Parce que le maire a évoqué un manquement grave à l'obligation de réserve. On a parlé de faute lourde au point de nécessiter cette sanction. Le maire a bien motivé quand même son... je ne sais pas, mais les motivations,
Je ne sais pas ce qu'il appelle faute lourde, mais c'est le choix qu'il a fait. Ce qu'il a fait, bon, après, il assume. Il assume son option, il assume les conséquences et l'ensemble de ce qui va avec. Mais au fond, cette situation, est-ce que cela ne montre pas un peu comment ça se passe au niveau des grandes formations politiques à l'aide de la réforme du système partisan, où on est militant peut-être d'une majorité, et en même temps, on voudrait qu'on garde le silence, même sur des évidences? Ben là, vous êtes en train de décrire la réalité, oui. Je ne peux pas vous contrarier là-dessus. Oui. C'est comme ça doit se faire dans une formation politique? Peut-être que non. Je pense que non, puisque j'ai proposé une solution. Vous êtes dans des peut-être, mais dites-nous réellement. Parce que mais si vous ne comprenez pas ma position... On connaît votre franc-parler. Oui, mais si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, les peut-être... Je vous sais aussi suffisamment intelligent pour comprendre ce que j'ai dit. Quand même. Oui, alors... et l'opinion surtout. On avait pensé qu'après le feuilleton de l'affaire Olivier Bokor, Oswald Omeki, qu'on travaillerait davantage à resserrer les rangs parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a désormais le groupe qui est partitionné, ceux qui étaient proches de OB et ceux qui sont purement Patrice Talon. Il y a quelques problèmes ajoutés à ces problèmes dans les circonscriptions. Est-ce que ça n'est pas un peu trop? Vous connaissez des gens qui étaient pro-Talon et qui n'étaient pas pro... Bon, ça se dit... Aujourd'hui, c'est un sentiment qu'on a que après cette affaire de Olivier Bokor, on constate que des personnes qui confessaient une amitié à Olivier Bokor sont peut-être devenues des ennemis dans le système. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Telle enseigne qu'aujourd'hui, quand on vous identifie comme proche de Olivier Bokor, cela peut être un problème politique. Ah ça, je ne sais pas. Moi, je l'ai pas encore. C'est un secret de Polichinelle. Moi, je l'ai pas encore vécu. Ceux qui sont pro-OB, enfin qui étaient très proches de OB, sont carrément plus bien traités dans le cercle de la mouvance. Oh, mais ça, vous savez qu'on est en politique, que c'est le pouvoir d'État, qu'on va vers la fin d'un deuxième mandat. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas forcément vraies. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vécu ça. Vous êtes de quel côté? Enfin, pas que vous êtes de quel côté? Vous êtes proche de Olivier Bokor? Non, vous me donnez l'occasion de dire que je ne connais pas un seul acteur qui ait été proche d'Olivier et qu'il ait été sans la décision du président Talon. Le président lui-même l'a rappelé la dernière fois. En fait, Olivier gérait pour le président beaucoup de choses, notamment des acteurs politiques. Le président de la République, c'est quand même une institution qu'on ne peut pas voir toutes les fois qu'on lève le petit doigt pour le voir. Tout le monde le sait, on a toujours eu des présidents dans ce pays, toujours occupés. Mais pour ne pas qu'il soit totalement coupé, il a des relais, des gens proches de lui, qui écoutent et qui lui rendent compte. Il a les services de renseignement, mais il y a aussi les hommes de confiance et des gens qu'il voit régulièrement. Je pense qu'il y avait Olivier dans ce cas-là. Et donc Olivier était... Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai été proche d'Olivier parce que Talon l'a voulu, le président Talon l'a voulu. Comment il a voulu? Mais c'est lui le président vous dit très clairement que il n'y a pas toujours le temps. Si vous avez un message à lui faire passer, n'hésitez pas, dites à Olivier, je le vois tous les soirs, il va me faire. Mais donc, après cela, si vous êtes être proche de quelqu'un, c'est une chose, mais lui faire allégeance... est-ce qu'il y a des gens qui ont fait allégeance? Non, il n'y a pas d'allégeance. Qui étaient prêts à écouter beaucoup plus OB que Patrice Talon? Non, je crois que vous êtes dans l'excès. Il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas eu. Vous ne partagez pas alors cette description du chef de l'État qui dit qu'il a fait un monstre? Ah non, je comprends très bien ce que le président dit. Si vous allez là, parce que vous êtes passé des relations personnelles, de personne à personne, aux relations, disons, institutionnelles avec le procès qu'il y a eu et avec non, si vous allez là, c'est un autre sujet. Il faut le prendre avec tout le sérieux qui va avec. Pour moi, il y a eu un procès, il y a eu une condamnation. Et vous avez vu que dans la période, presque pas beaucoup d'acteurs politiques ne s'étaient pas prononcés sur le sujet.
Mais depuis quelque temps, le président de la République lui-même a été le premier à en parler avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'humanisme. Et je pense qu'on ne peut être que sensible à cela. On ne peut être que sensible à cela. Maintenant, en tout cas, moi, j'ai été sensible à cette interview du président de la République. J'ai été tellement sensible qu'il y a au moins une phrase que j'ai retenue et qui me semble être la plus importante. C'est quand on a demandé au président de la République s'il a reçu des messages d'excuses, de regrets de la part d'Olivier Bokol. Il a répondu, c'est ça qui le rend beaucoup plus triste. Pour moi, c'est probablement la phrase la plus forte de cette interview. Et je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Il a été rendu plus triste parce qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de message de regret. Je pense qu'il faut le comprendre aussi que au deuxième degré. Voilà. Quand ceux-là vont prendre le temps de digérer, peut-être que le message d'excuse viendra. Nous sommes dans les dernières minutes. Président Victor Tokpanou, en tant qu'ancien ministre garde des Sceaux, homme de droit, quelle lecture faites-vous de l'affaire d'Anivou actuellement en cours de jugement au tribunal de première instance de première classe de Cotonou? Non, mais vous savez, en plus, je suis un acteur politique, je n'ai pas le droit de me prononcer sur les dossiers en cours au tribunal. Donc, je peux rien dire là-dessus. Là, par exemple, vous avez évoqué le cas Bokor parce que c'est passé. C'est ça. Pendant que le procès était en cours, je n'aurais jamais pu me prononcer là-dessus. Mais ce dossier, ça fait 15 ans que ça dure. Oui, 15 mais ans que ça malheureusement, ça traîne. Voilà, donc on est juste heureux que cela finisse. Ce qu'on colle à faire un système en place, on dit que c'est parce que les élections arrivent qu'on est allé déterrer une affaire qui date de 15 ans et qu'on veut la vider pour desservir. C'est ce qui se dit. Oui, c'est ce qui se dit. Et vous y avez cru? Non, c'est ce qui se dit. Voilà. Moi, je veux bien prendre votre avis là-dessus. Il faut laisser ceux qui ont intérêt à dire des choses inexactes les dire. Le temps de la justice n'a jamais été le temps de la politique, encore moins le temps des humains. Il est arrivé des dossiers qu'on a traînés sur 20 ans, 30 ans dans d'autres pays parce que malheureusement, il y a des dossiers dont les enquêtes et l'instruction prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Quand c'est comme ça, il vaut mieux respecter. Moi, j'ai compris ça depuis très longtemps. En plus, j'ai été garde des Sceaux, donc je sais à peu près de quoi il s'agit. Et donc, moi, je ne dis plus ça. Voilà. Celui qui ne sait pas comment fonctionne la justice peut le dire. Il peut s'en révolter d'ailleurs. Mais moi, je ne le dis pas. Et donc, il faut juste expliquer à ceux qui le disent que pour des raisons pratiques, et des fois, vous savez, vous avez un juge qui est sur un dossier. Au bout de 2 ans, il est affecté parce que dans le processus normal de mouvement des magistrats, de rotation, donc celui qui vient prendre le dossier après, d'abord il prend sa fonction, il prend le temps de connaître tous les dossiers qu'il y a dans son cabinet, il voit où se sont arrêtés certains, il voit quels actes complémentaires il faut poser, et donc il reprend, et il a peut-être fait les 2 ou 3 actes que déjà il est aussi affecté. Bon, donc effectivement, il y a des fois où des dossiers prennent beaucoup de temps. Il ne faut pas considérer que c'est à des fins politiques. Ceux qui le disent souvent savent très bien dans leur fort intérieur que ce n'est pas vrai, mais qu'ils font de la manipulation politicienne. Honorable, on a le sentiment qu'au niveau de votre formation politique, c'est la saison des conférences publiques. En tout cas, l'un de vos collègues, l'honorable Ordel Aladati, a organisé en début de semaine une communication pour expliquer les déterminants et enjeux du code électoral. C'était opportun? Oui, il faut continuer d'expliquer parce que justement moi aussi j'entends beaucoup de choses qui se disent. Les revenus sur le certificat de conformité, sur le quitus fiscal, sur bien d'autres questions. Hein. Oui, je sais, j'ai entendu moi aussi ce matin avant de venir à l'émission, j'ai eu à parler avec des militants, on est revenu sur le code électoral, je ne me fatigue pas d'expliquer, voilà, il faut continuer d'expliquer, c'est important là de l'explication parce que quand vous ne le faites pas, vous laissez l'espace vide. Et cet espace, comme la nature a horreur du vide, le vide est comblé par la désinformation, l'intoxication. Et donc, je pense que, d'ailleurs, nous ne l'avons pas assez fait par le passé. Mais si c'est un travail scientifique autour duquel il y a eu
minimum de consensus. Est-ce qu'on a besoin autant de l'expliquer? Oui, c'est toujours bon d'expliquer les lois que nous votons. Donc, je sens qu'on ne peut pas vous plier parce que vous êtes enseignant. C'est votre collègue. Vous êtes enseignant. C'est votre collègue. Mais il n'est pas seul. Après lui, le président du parti aussi a donné une conférence sur la bonne gouvernance. Non, ce n'est pas le président du parti qui a choisi son thème. Non, ce n'est pas le président du parti qui a choisi son thème. C'est dans le cadre des activités propres à l'Institut des artisans de la paix, l'IAJP, de la conférence épiscopale de Kadiaoum, là. Oui, Champ d'oiseau, voilà, qui est au Champ d'oiseau. Et ils ont un programme annuel. C'est pas mensuel, c'est pas hebdomadaire, non, c'est un programme annuel. D'accord. Et moi-même, j'ai eu l'occasion d'être passé là-bas déjà pour le symposium il y a quelques mois en arrière. Donc, dans la programmation annuelle, le président de notre parti a été invité pour effectivement prononcer une conférence sur la nécessité. La thématique, elle est bien choisie parce que ça a permis au président de dérouler pratiquement un discours-programme. Est-ce que derrière cette conférence, on est en train de lancer les hostilités? Qui vous a dit que c'était un discours-programme? C'est une question. C'est la lecture qu'on peut en faire. Non, ce n'est pas que cette lecture qu'on peut en faire. Oui. Vous avez choisi cette lecture. Il est parti répondre à des préoccupations exprimées par l'IAJP et que, voilà, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas le limiter. Oui, non, je pense que quelqu'un d'autre aurait aussi eu ce thème, l'aurait traité de façon, disons, similaire, et n'aurait peut-être pas d'ambition politique, ne serait pas un acteur politique, peut-être un simple universitaire, que vous aurez le sentiment que c'est un discours-programme. Alors, la toute dernière question, parce que nous sommes déjà au thème de l'émission, quand est-ce qu'on va rompre le silence autour de la question de la désignation des candidats? Le plus longtemps que possible. On l'a déjà entendu, mais en interne, vous parlez des candidats de notre parti? Oui, aux élections à venir. Pourquoi vous voulez vous ingérer dans le fonctionnement interne de notre parti? Non, c'est notre droit ici de le savoir, parce que c'est de la cité que c'est là qu'il s'agit. Notre leader charismatique vous a déjà dit qu'on le fera le plus tard possible. Ça, c'est nous. Ça, c'est les partis de la majorité. Mais je ne vous ai jamais entendu mettre la pression sur les démocrates. Si nous leur posons la même question. Bon, d'accord. Parce que je ne l'ai jamais entendu. Est-ce qui vous conseille? Ça me rassure. Mais comment? Et il faut le faire davantage. Parce que nous, on a choisi, parce que nous sommes au pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Nous avons choisi pour des raisons de convenance de ne pas perturber trop longtemps la gestion de notre président. C'est notre option. Ça laisse la voie ouverte à tous les partis de l'opposition, en tout cas tous ceux qui se réclament de l'opposition, pour faire le jeu. Donc c'est à eux de commencer pendant que nous, on est occupés à gérer. Nous, on va gérer jusqu'au dernier jour du mandat. C'est parce que voudrait la réforme du système partisan qui voudrait quand même que la partie politique... quand même. Mais le discours qui entoure la réforme du système partisan, c'est que les formations politiques soient au cœur. Et c'est ce qui sera le cas. C'est pas ce que vous faites. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous verrez en temps utile le rôle de nos partis respectifs, puisqu'on en a deux majeurs qui sont à l'Assemblée et puis 3 autres. Ça nous rassure aussi. Vous le verrez. Sur ce plan-là, ne vous inquiétez, mais alors pas du tout. Votre mot de la fin? Je n'ai pas vu passer le temps. Je vous remercie pour cette invitation. Nous sommes dans le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire l'animation de la vie politique. C'est vous qui ne nous invitez pas souvent. Si vous voulez nous avoir, il faut nous inviter. Parfois, nos chômeurs, c'est la grosse galère pour avoir un politicien sur ce plateau. Vous ne pouvez pas dire ça. Je n'ai pas hésité. Vous n'avez pas idée. Je n'ai pas hésité une seconde à venir, non. Vous, mais beaucoup d'autres refusent nos invitations. Non, c'est pas vrai. Paraît-il qu'il ne fait pas trop bon de trop parler. Non, c'est pas vrai. Vous savez bien que c'est pas vrai. Non, je pense que nous sommes, nous, députés concernés par cette session de la dernière année de notre mandat, parce que c'est la dernière année. Nous avions un mandat de transition de 3 ans qui nous conduit vers les élections générales. Je pense que je vais juste reprendre des mots que le président a l'habitude de nous dire en privé. Il faut aller vers le rassemblement, parce qu'on ne peut rien faire
si on n'est pas ensemble, si on n'est pas unis. Nous avons fait le parcours jusqu'à présent ensemble. Il faut continuer d'être ensemble. Que les petites chicaneries des circonscriptions électorales ne viennent pas altérer ce travail magnifique qui a été fait depuis 9 ans et qui mérite d'une manière ou d'une autre d'être poursuivi. Voilà. Merci. Victor Tokpano, il est député UP de Renouveau à l'Assemblée nationale. Il nous a fait le plaisir de venir passer notre matinée avec nous pour débattre de plusieurs sujets. Nous avons évoqué la première session ordinaire ouverte à l'Assemblée nationale au titre de 2025. Nous sommes allés en politique. Nous avons parlé de la situation à Boumé-Calavi et nous avons évoqué la question des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, la loi sur la chefferie traditionnelle. Il nous a donné ces lectures de toutes ces brûlantes actualités. Merci de nous avoir suivis. Merci à Eric Guédenoy et à toute l'équipe de réalisation. Dimanche prochain, c'est un nouveau jour. Nous allons nous retrouver avec un autre invité. Restez fidèles au programme de Canal 3 Télévision. À bientôt.